¿qué tal? Aujourd'hui, c'est la review culturelle pour le mois de janvier 2017. On commence tout de suite avec le cinéma. Au mois de janvier, j'ai été voir La La Land de Damien Chazelle, qui avait déjà réalisé Whiplash, que j'avais beaucoup aimé. Et j'ai bien moins aimé La La Land. Alors, je trouve que ce qu'a fait Damien Chazelle est assez honorable. On sent que c'est un vrai fan des comédies musicales. On sent que son approche est très très sincère. Il y a d'ailleurs des références assez poussées à Gene Kelly, Fred Astaire, même à Jacques Demy. On voit des allusions à Un Américain à Paris, Chantons sous la pluie, ou même aux Demoiselles de Rochefort. Je trouve que la scène d'ouverture rappelle bigrement la scène d'ouverture des Demoiselles de Rochefort. Les acteurs font ce qu'ils peuvent. Là aussi, je pense qu'il y a eu un travail conséquent de chant et de danse pour Emma Stone et Ryan Gosling, qui sont les deux acteurs principaux. Maintenant, la base, quand on fait une comédie musicale, c'est quand même d'avoir des acteurs qui savent vraiment chanter et danser, et pas juste qui font des premiers pas un peu de collégiens dans le chant et la danse. Et là, quand même, elle chante moyen, elle danse moyen. Lui, il s'en sort un peu mieux au niveau de la danse, mais au niveau du chant, c'est pas complètement ça. En plus, j'ai trouvé qu'elle est passablement transparente. Elle n'a pas un très joli corps, surtout lorsqu'elle le met en mouvement. Elle n'a pas un très joli visage, elle n'a pas une très jolie voix. Elle a du charme, mais enfin, ça reste quand même un peu mince pour habiter tout le long du film, donc elle m'a pas vraiment convaincue. Ce qui m'a pas non plus convaincue, c'est ce scénario que j'ai trouvé mais anorexique. En fait, il y a juste presque pas d'histoire. On est dans une histoire de série télé presque, puisqu'en fait, le fond de l'intrigue, c'est deux jeunes gens qui s'aiment, mais malheureusement, ils ne s'aiment pas assez pour arriver à s'aimer tout en concrétisant leurs rêves respectifs. Donc en gros, c'est quand même l'histoire de deux personnes qui s'aiment pas suffisamment. Voilà, c'est ça l'histoire. Donc je trouve que c'est un peu maigrelé. L'autre problématique au niveau narratif, c'est que les chansons, enfin normalement aussi dans une comédie musicale, ce qui est bien, c'est quand les chansons font avancer le scénar, qu'elles sont pas juste là gratuitement pour montrer la virtuosité du réalisateur, mais qu'elles servent aussi l'histoire. Et alors là, je dirais que c'était pas le cas du tout. Les chansons, elles arrivent, voilà, alors c'est bien, c'est joli, ils dansent un peu sur fond de vues sur Hollywood, mais ça n'aide pas tellement le scénario. L'intervention des chansons. La scène de début dont je te parlais il y a un instant, donc qui m'a vraiment rappelé celle des Demoiselles de Rochefort, là aussi j'ai trouvé qu'il y avait un souci parce que je l'ai pas du tout trouvé raccord avec le reste du film. C'est une scène d'ouverture qui est pétillante, pétulante, printanière, même pleine de gaieté, pleine de couleurs. Et je trouve qu'elle va pas avec le reste du film. On a presque l'impression que c'est pas la scène d'ouverture qui correspond à ce film. Ça aussi, ça m'a un peu gênée. Et enfin, la dernière chose qui m'a énormément enfin voilà, qui m'a perturbée pendant tout le film, c'est cet anachronisme constant. Parce ça se passe clairement aujourd'hui, hein, l'intrigue se situe aujourd'hui, parce qu'ils ont tous des téléphones portables, qu'on voit des vidéos YouTube sur des ordinateurs portables aussi. Et alors pourtant, elle est habillée comme si c'était une pin-up des années 50. Lui, il porte des chaussures avec des guêtres, des montres à l'ancienne. Donc, il y a un moment, tu te dis, mais on est à quelle époque? C'est quoi le principe? Et je trouve que, puisqu'il fait autant de références poussées aux années 30, 40, 50, il aurait dû situer son intrigue à ce moment-là, plutôt que de la mettre maintenant, mais de faire comme ça. Parce qu'au bout d'un moment, ça perd en crédibilité, tu décroches, parce que tu te dis, mais c'est pas du tout crédible que des jeunes gens d'aujourd'hui, surtout des jeunes gens ambitieux comme ils le sont, soient comme ça dans des looks et des apparences années 50, ça n'a pas de sens. Tout ça pour dire que du coup, je suis sortie assez mitigée de La La Land. Autant j'avais été emballée par Whiplash, vraiment j'avais trouvé somptueux, autant celui-là, voilà, j'ai des grosses réserves. Au niveau des tarots, au mois de janvier c'était mon anniversaire, et pour mon anniversaire j'ai reçu ce jeu de la part de mon meilleur ami, ça s'appelle La Sagesse des Dragons. Fais attention au reflet. Voilà, La Sagesse des Dragons, c'est un petit coffret. C'est donc un jeu qui s'appuie sur les dragons. Chaque carte est représentée par un dragon. Enfin, il y a un dragon qui est représenté sur chaque carte. Les cartes ont des grandes thématiques. Il y a 43 cartes. Et donc, tu as la sagesse, le calme, la beauté, la grandeur, le courage, la force. Enfin, voilà, ce sont les thématiques des cartes. Les illustrations sont tout à fait mignonnes. C'est un jeu
C'est un jeu très mignon, assez résolument positif, les cartes ne sont pas trop négatives. Je trouve que c'est un jeu qui conviendrait assez bien pour des enfants. Si tant est que des enfants soient intéressés par des jeux divinatoires, c'est un jeu qui pourrait vraiment être tout à fait abordé par des enfants. Et voilà, moi je suis en train de le découvrir, et alors d'autant plus parce que c'est mon meilleur ami qui me l'a offert, voilà, c'est un jeu pour lequel j'ai vraiment beaucoup d'affection déjà. On passe au livre maintenant. Au mois de janvier, j'ai lu la biographie de Brigitte Bardot, de Marie-Dominique Lelièvre, qui s'appelle Plein la vue. J'ai beaucoup aimé. C'est pas une biographie linéaire et exhaustive, c'est-à-dire que l'auteur a choisi des moments significatifs de la vie de Bardot, et qu'ensuite elle a brodé un peu avant, un peu après pour combler les trous, et elle s'est vraiment appuyée sur ces morceaux-là pour essayer de donner une image aussi représentative que possible de ce qu'a été et de ce que continue d'être quand même le mythe Bardot. J'ai trouvé que c'était très bien fait, il n'y avait aucune complaisance. Au début du livre, on sent que l'auteur est très fan de Bardot, mais ensuite, ça ne perturbe jamais le propos, c'est-à-dire qu'elle ne perd jamais sa lucidité et son objectivité en parlant de Bardot, quoi. Elle n'est pas en train de lui passer de la brosse à reluire. C'est vraiment c'est une approche tout à fait objective qui décrypte complètement tout ce qui a fait Brigitte Bardot, toutes ses failles, toutes ses fragilités, toutes ses forces aussi. Donc c'est vraiment une approche très pointue, c'est une analyse très poussée que j'ai beaucoup aimée. Et ce que j'ai aussi beaucoup aimé, c'est que même une fois que tu as lu tout ça, même une fois qu'elle t'a aidé à décrypter tout un tas de symboles et d'éléments de la vie de Bardot, tu t'aperçois que Bardot garde quand même son mystère. C'est-à-dire que cette femme qui a été si importante au XXe siècle dans l'histoire du cinéma français et même dans l'histoire de la vie française du XXe siècle, eh ben, elle conserve son mythe. C'est-à-dire que euh, voilà, sa présence, sa beauté, tout ça conserve malgré tout, même si on peut décrypter autant qu'on veut, analyser autant qu'on veut, malgré tout, elle conserve quand même son mystère, et j'ai bien aimé cette idée-là. Je dirais que c'est pas un livre qui s'adresse à ceux qui veulent découvrir la vie de Bardot, parce qu'encore une fois, c'est pas linéaire, donc c'est pas exhaustif. Mais pour ceux qui connaissent déjà la vie de Bardot et qui ont envie, comme ça, d'un œil un peu, un peu scalpel, c'est un livre vraiment très intéressant. Au mois de janvier, j'ai également lu Revive l'Empereur de Romain Puertolas. Romain Puertolas qui a eu un succès phénoménal avec son fameux Fakir coincé dans une armoire Ikea en 2013. Donc ça, c'est son dernier livre, si je ne m'abuse. C'est l'histoire, en gros, de Napoléon qui se prend pour Hibernatus. On part du principe que Napoléon, juste avant de mourir, s'est fait congeler, qu'en fait il n'est pas du tout mort à Sainte-Hélène, qu'il a été enfermé dans un bloc de glace, et que ce bloc de glace vient d'être découvert par des chalutiers norvégiens, qui donc décongèlent Napoléon et nous le rendent frais et dispo. Ça se passe au moment des attentats de Charlie Hebdo qui, dans le bouquin, deviennent... Enfin, Charlie Hebdo qui devient dans le bouquin l'hebdo des Charlots. Et donc, Napoléon revient dans une France qui est complètement terrorisée, c'est le cas de le dire, par les djihadistes. Et il décide, en bon empereur et en bon conquérant qu'il va faire la guerre aux djihadistes et qu'il va rendre sa liberté et sa tranquillité d'esprit à la France. Et donc, il conçoit tout un plan, toute une stratégie de bataille pour mettre à mal les terroristes islamistes. Ah, les terroristes islamistes, je vais y arriver. Alors, je n'ai pas aimé du tout. Franchement, j'ai découvert ce livre dans une librairie, j'ai accroché sur la 4e de couve, j'ai parcouru quelques pages et le ton m'avait l'air assez enlevé, assez spirituel, assez fin. Et alors en fait, c'est pas du tout ce que j'ai trouvé dans ce bouquin. J'ai trouvé que il y avait un humour extrêmement lourd et douteux. Je pense qu'on peut rire de tout, vraiment, y compris de ce qui se passe, y compris de tous ces événements douloureux que sont les attentats, que ce soit Charlie Hebdo, le Bataclan ou Nice. Je pense que malgré tout, on peut quand même arriver à rire de tout, à condition que ce soit drôle. Or là, c'est pas drôle du tout. L'auteur a voulu la jouer blague de potache autour de ça, autour des djihadistes et des attentats, mais c'est lourdingue. Ça m'a pas fait rire du tout. J'ai trouvé que c'était... Même pas gras, j'ai juste trouvé que c'était voilà, pas drôle, lourdeau, que ça passait à côté. Enfin vraiment, ça m'a pas plu du tout ce bouquin. À l'inverse, j'ai lu de Sabrina Philippe, tu verras, Les âmes se retrouvent toujours quelque part, aux éditions Erol. Et ce livre-là, je l'ai beaucoup aimé.
C'est l'histoire d'une jeune femme qui travaille à la télévision et qui est un peu paumée dans sa vie, qui sait plus très bien où elle en est, qui a un peu perdu le sens de son existence. Et un jour, dans un café, elle fait la rencontre d'une vieille femme avec qui elle se mit à discuter. Et cette vieille femme lui raconte un peu sa vie, elle lui raconte notamment le grand amour qui a complètement bouleversé sa vie. Et au travers de cette rencontre et au travers du témoignage de cette vieille femme, la jeune femme du début va peu à peu se réapproprier son propre destin. J'ai trouvé que là, à l'inverse du Puertolas, c'était un livre tout en finesse, tout en subtilité, avec une écriture très jolie, très, très sensible, très agréable à lire. Ça aurait presque pu être un coup de cœur, mais j'ai pensé que c'était un coup de cœur jusqu'à la moitié du livre. Et puis à la moitié du livre, l'intrigue s'est un petit peu détricotée, ça s'est un petit peu effiloché. On avait une vraie densité qui montait, qui montait, qui montait jusqu'à mi-parcours. Et puis à mi-parcours, ça s'est un petit peu essoufflé. Du coup, ça n'a pas basculé dans les coups de cœur, mais c'est quand même un livre que je recommande parce qu'il est très... Il n'est pas romantique gnangnan, il est très puissant, il est presque spirituel dans l'approche du grand amour. Donc c'est vraiment une très jolie découverte. Enfin, au mois de janvier, j'ai découvert ceci. Mais où est donc Pompon? C'est à la fois un livre d'art et un livre ludique. C'est un peu le même principe que les Où est Charlie, où dans une grande fresque avec plein de monde, tu dois trouver le petit personnage de Charlie. Bah là, c'est la même chose. Sauf qu'en fait, ici, il faut trouver, tu vois là, l'ours du peintre François Pompon qui s'est caché dans des tas d'œuvres d'art. Et donc, en fait, le livre, c'est toute une succession d'œuvres d'art qui sont présentées, à l'intérieur desquelles est caché à chaque fois le petit ours de François Pompon qu'il s'agit de trouver. Donc c'est à la fois une immersion dans des œuvres d'art et puis en même temps il y a ce côté ludique de devoir trouver l'ours. Livre est pas mal fait pour des enfants, c'est très sympa comme cadeau et moi ça m'a beaucoup plu. J'en arrive au coup de cœur pour le mois de janvier 2017, il y en a 3. D'abord, il y a un lieu que j'ai découvert à Versailles, ou plutôt qu'on m'a fait découvrir à Versailles, ça s'appelle au Facteur Cheval, et en fait c'est un brocanteur. Et c'est un brocanteur tout à fait étonnant, d'abord parce que le lieu est immense. Quand on rentre dedans, on a l'impression qu'il va y avoir juste une salle. En fait, non, c'est un lieu qui est complètement immense, qui est dans son jus, c'est-à-dire qu'on est dans un endroit totalement hors du temps. Et alors là-dedans, il y a de tout. Il y a des meubles, il y a des anciens objets tout à fait hétéroclites, il y a des tableaux, il y a des livres à foison. Évidemment, ce qui m'a enchantée, ce qui m'a emballée. Moi, de toute façon, un endroit, dès qu'il y a des livres, je suis heureuse. Et c'est un endroit fabuleux parce qu'on trouve des tas de raretés à des prix défiant toute concurrence. C'est magique, on peut rester là-dedans des heures et des heures parce qu'il y a tellement de coins et de recoins à aller découvrir, dans lesquels aller farfouiller, qu'on pourrait voilà, se perdre là-dedans des après-midi entiers. Donc j'ai adoré découvrir cet endroit. Merci à la personne qui m'a fait découvrir ce lieu et qui se reconnaîtra, j'en suis sûre. Mon deuxième coup de cœur, c'est donc un livre que j'ai réussi à dénicher au Facteur Cheval et que voici. C'est un livre sur Cid Charis qui était dans la collection des Henri Verrier. Henri Verrier qui avait sorti, la collection Henri Verrier, ils avaient sorti des tas de bouquins sur les grandes figures du cinéma. Il y avait Gene Kelly, Judy Garland, Mae West, Fernandel, Cary Grant, et j'en oublie. Et alors, l'histoire de ce bouquin, c'est que je l'empruntais à la bibliothèque de mon quartier quand j'étais petite et qu'avec mon papa, on a lu et relu ce bouquin sur Cid Charis des milliers de fois. Comme je te le disais récemment, quand j'étais petite, j'étais très fan de Cid Charis et donc c'est pour ça que mon père avait emprunté ce bouquin. Et ensuite, en grandissant, j'ai voulu m'acheter ce livre que j'avais tellement vu étant gosse. Et en fait, il était introuvable parce qu'il est totalement épuisé, de chez épuisé, tu ne peux plus le trouver nulle part, ou alors sur Internet, il vaut des sommes complètement folles. Et au Facteur Cheval, quelle n'a pas été ma surprise et quel n'a pas été mon bonheur de trouver ce bouquin pour un prix mais complètement abordable, même scandaleusement abordable. Et donc voilà, donc j'ai enfin pu retrouver ce livre qui est en plus somptueux, enfin l'icono est magistral, il y a des tas de magnifiques photos sur Cid Charis, tu vois, c'est un très gros livre qui te retrace tous ses films, toute sa filmo et toute sa bio. Bref, je suis tellement heureuse d'avoir retrouvé ce bouquin de mon enfance et de Cid Charis. Et enfin, mon troisième coup de cœur du mois de janvier, c'est le musée de la Castre qui se trouve à Cannes, au Suquet, que j'ai été visiter la semaine dernière. Alors en tant que musée, il n'est pas forcément très intéressant parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses. Il y a quelques toiles
qui te montre Cannes au 19e siècle. Donc ça, c'est assez intéressant. Tu as des vues de Beaulieu, des vues de la Napoule, des vues de Cannes même et des vues de l'église du Suquet. C'est assez fun de voir comment c'était, par exemple, en 1850. Tu vois, la croisette totalement dégagée, avec très peu d'immeubles, encore de la terre battue. Enfin, ça, c'est assez marrant. Mais surtout, le clou du spectacle, le véritable point fort de l'endroit, c'est qu'il y a une tour au milieu du musée, donc une tour que tu peux gravir. Il y a des marches, un escalier en bois qui t'emmène jusqu'en haut. Et alors quand tu es là-haut, tu as une vue à 360 degrés qui est juste à couper le souffle, qui d'un côté part de Théoul et va jusqu'au Palm Beach, et de l'autre côté, tu as toute la ville de Cannes qui s'étale à tes pieds. C'est juste fabuleux, c'est breathtaking, comme diraient les Américains. Si tu es à Cannes, je t'invite fortement à aller voir ce musée et à monter en haut de la tour pour voir ce panorama sublime. Voilà, c'est la fin de cette review culturelle du mois de janvier 2017. Sur ce, je te souhaite une très bonne fin de journée, je te dis à bientôt et je t'embrasse fort. Mouah. Et j'allais oublier, et je te souhaite aussi une très joyeuse Saint-Valentin.